Salut tout le monde, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de PNB Club au cœur des discussions, le foot anglais, le foot allemand, la Première Ligue et la Bundesliga comme d'habitude. Salut Serge. Salut. Salut Ben. Salut tout le monde. Bon, on est dans la dernière ligne droite des championnats. Les décisions commencent tout doucement à tomber. C'est le cas en Allemagne où le Bayern, évidemment, a été sacré le week-end dernier. On y reviendra. Par contre, en Angleterre, le suspense reste entier, je vais dire. Il devient même, je pense, peut-être insupportable pour certaines équipes, que ce soit le titre, l'Europe et le maintien. On ouvre donc tout de suite notre chapitre anglais. C'est une semaine un peu particulière en Angleterre. On joue quasi tous les jours puisque ce week-end, il y a les demi-finales de la FA Cup. City, Southampton et Chelsea Leeds. Donc certaines rencontres de cette 34e journée ont été avancées. Et ce mardi a encore été fatal à Chelsea, qui a été battu 3-0 à Brighton. Une prestation à nouveau catastrophique de Chelsea. C'est la 5e d'affilée sans marquer le moindre but. C'est invraisemblable, ça, Serge. C'est une catastrophe. Et là, ils ont vraiment touché le fond. Donc, on se demande combien de temps encore Liam Ross Senior va tenir. Il y a cette demi-finale de Cup qui, à mon avis, est décisive pour lui ce week-end face à Leeds. Ouais. Mais waouh. Sinon, tu le vois virer, toi moi, je pense qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça, même si c'est clair qu'il est venu pour. Je crois qu'il a un contrat de 6 ans et que Chelsea devrait encore changer d'entraîneur, mais ça devient irrespirable. Intenable, irrespirable. Pas un tir cadré hier contre Brighton, un tir cadré le match d'avant contre Manchester. Où ils n'ont pas été mauvais, mais où ils n'ont pas du tout été efficaces. Ah non, pas du tout. 5 défaites sans marquer, c'est la première fois pour Chelsea depuis 1912. Au classement, Chelsea est dépassé par Brighton, Chelsea est 7e. Bon, bye bye la Ligue des Champions, puisque vraisemblablement, on va écouter Liam Ross Senior. I think the players as well need to have a look in the mirror for what they put in and talk about tactics. Tactics come after the basics. Having moral courage to play, winning duels, winning headers, tackles, conceding terrible goals. That was an unacceptable performance tonight. I don't feel there's a disconnect between me and the players. We work very closely with them in training, in individual meetings, team meetings, unit meetings. We are giving everything to the players. But there is a lack of spirit, a lack of belief. That can create that perspective that makes it look a certain way. And I can't argue with that at the moment because the run we're on is unacceptable. And that performance definitely was as well. Les joueurs sont pointés du doigt quand même, là, oui, Serge, hein. Et pourtant, je trouve qu'il joue un jeu dangereux, Ross Senior, parce qu'il dit que la tactique passe au second plan face à la combativité. C'est parce que sa tactique est mauvaise. La mise en place à Brighton était catastrophique. Je sais pas, il a sorti du chapeau une défense à 3 et ça n'a pas du tout fonctionné. Les joueurs avaient l'air complètement perdus sur le terrain. Donc c'est quand même lui qui fait la mise en place, qui installe cette équipe. Donc il doit d'abord, lui, se regarder dans un miroir. Moi, j'ai une question. Il fait quoi, Mourinho, cet été? Oui. Non, mais... On verra bien, mais c'est vrai que comme ça ne peut pas continuer du côté de Chelsea. On signale que Lavia était titulaire, ça n'a pas été extraordinaire, paraît-il. C'est Jean-François qui a fait le commentaire hier. Il est sorti, c'était le premier changement. Il est sorti, De Kuiper est monté, il a donné quand même un assist pour Brighton. Voilà pour ce match. On en vient maintenant à la lutte pour le titre, évidemment, entre Arsenal et City. Les deux équipes, tout le monde s'en souvient, bien sûr, se sont affrontées dimanche. C'était le match le plus attendu de cette fin de saison. City a battu Arsenal 2-1 et City revient donc à 3 points d'Arsenal avec un match en plus à disputer. Et pour parler de cette incroyable lutte pour le titre, on a déjà eu, évidemment, dans cette émission, un supporter de City. On accueille cette fois-ci un grand supporter d'Arsenal. C'est Antoine Perrault. Salut Antoine, merci d'être avec nous. Salut à tous, merci à vous de m'accueillir. Bon, juste pour te présenter, supporter d'Arsenal, ça c'est une évidence. Tu es, pour le reste, ostéopathe et tu travailles aussi du côté de l'Union Saint-Gilloise, c'est ça ? Tout à fait, oui. Donc, je travaille en tant que kinésithérapeute et en tant que scout à l'Académie de l'Union Saint-Gilloise. Et donc, le foot fait partie intégrante de ma vie maintenant. Donc, je suis très content. Voilà, donc tu fais partie du Sérail et tu as dans le cœur donc 2 clubs qui peuvent être champions mais qui ne sont pas encore champions. Donc, on verra ça dans les semaines qui suivent. Est-ce que la déception de dimanche dernier, tu l'as déjà digérée, Antoine, ou est-ce que tu as encore un petit peu la gueule de bois? Parce que c'était le match à ne pas perdre et vous l'avez perdu. Oui, en fait, mon sentiment, il est partagé. Donc, déçu parce que si on avait eu un bon résultat là-bas,
on avait encore ce matelas d'avance et je pense qu'on pouvait se dire que le titre ne pouvait plus nous filer entre les doigts. Mais à l'inverse, il y a quand même des points positifs à retenir de cette défaite. C'est que Arsenal, je pense, a joué son meilleur match depuis un certain laps de temps. Et ça, c'est plutôt positif pour les prochaines échéances qui vont arriver, notamment la Ligue des Champions, notamment les deux prochains matchs qui sont très importants contre Newcastle. Enfin, on va en discuter, mais je préfère être plutôt positif. Les regrets, on les aura, mais peut-être en fin de saison. Autant ici voir l'aspect positif et se nourrir des éléments qui ont été quand même assez bien durant ce match et essayer de voir positivement les prochaines échéances. Tu as raison, hein, on est tous d'accord. Arsenal, en fait, a fait un bon match face à Manchester City. Maintenant, les derniers résultats, quand même, posent question, parce qu'on va les voir d'ailleurs, les derniers résultats des Gunners, ça fait quand même 4 défaites sur les 6 derniers matchs. Serge, t'en penses quoi de Oui, tout ça? Il y a du bon, mais ouais, c'est pas concret. Voilà, ça s'est joué sur des détails. Hein. C'était un bon match, en tout cas au sommet, avec beaucoup d'intensité. C'était un vrai combat. Si on regarde les expected goals, même si on sait, hein, en football, la seule chose qui compte, c'est le nombre de buts marqués, encaissés. Arsenal termine avec un meilleur expected goals que Manchester City. Il y a des occasions en fin de match. Mais je pense que ce n'était pas celui-là, le match à ne pas perdre. Hein. C'était Bournemouth. C'était Bournemouth. C'était aussi mener 0-2 à Wolverhampton et se faire rattraper. Oui. Donc voilà, il pourrait y avoir des regrets sur ce match-là. Mais je pense que je crois que la question est plus globale. Ouais. Bon, bah, c'est vrai. En ce qui concerne le jeu, ils ne devaient jamais perdre, je pense, hein, les Gunners. Mais voilà, ils ont perdu. Réaction quand même aussi de Mikel Arteta juste après la rencontre. Very upset with the results, obviously. We came here to win the game. I think the message was clear from 3 days before. We prepared to do that, to take the game to the areas that we believe we could win it. We certainly done that, even though we started the game with a goal down, and psychologically we had to play with that. We've done it. So we proved that we are there. But the reality is in the 2 boxes, today was a difference, and that's what decided the game. We hit the post, and I just look at the image. It's incredible how the ball doesn't go in. So there is an element of luck. There is an element there of timing, of execution. It's a lot of things that have to be your way. They didn't go our way, and we have to recognize that at the end, winning and not winning is going to come down to these moments. And there are certain individual moments that you need in order to achieve what we want. That's for sure. Antoine, la raison principale, ou l'une des raisons principales, c'est effectivement peut-être ce facteur malchance. Il y a eu évidemment ces 2 ballons sur le poteau, où tu as tremblé, franchement, ou vibré, j'imagine. Oui, complètement. Je pense que, comme il le dit, ce qui manque, c'est l'efficacité. Mais ça ne date pas que de ce match-là. Je pense que, comme ça a été dit aussi, le match à ne pas perdre, c'était peut-être pas celui-là, mais c'était les autres avant. On a fait un match nul à Wolverhampton, à Nottingham Forest, contre Brentford. Ça, c'était des matchs où, pareil, les occasions, ils les ont eues. Mais malheureusement, ça finit pas au fond. Et c'est un problème qui est déjà là depuis quelques années. C'est d'ailleurs pour ça qu'un profil comme Gyökeres avait été recruté. Mais malheureusement, quand on voit la composition alignée dimanche, je pense que c'est un terrible aveu, ou désaveu plutôt sur le mercato, c'est que votre recrue phare, au final, elle est où lors du match le plus important? Elle est sur le banc, alors que ça reste aussi sur papier le meilleur buteur de toute compétition confondue. Donc, oui, c'est particulier comme situation, mais en effet, pour atteindre ces objectifs, il faudra absolument mettre ce ballon au fond et être beaucoup plus efficace lors des prochains matchs. Des mauvais choix d'Arteta? Moi, je pense qu'il paye aussi ce manque de rotation qu'il aurait dû pratiquer il y a déjà plusieurs mois. Après, Arsenal a décroché 21 victoires, je pense, jusqu'ici. La saison dernière, Liverpool est champion avec 25 victoires. Donc, mathématiquement, c'est encore possible d'aller chercher ces 25 victoires qui permettraient aux Gunners d'être champions. Serge? Je pense que c'est un petit peu à la mode de critiquer Arsenal, de se moquer en disant ils vont s'écrouler dans la dernière ligne droite. Mais je pense qu'il y a quand même une sérieuse remise en question parce que ça fait plusieurs fois maintenant. D'ailleurs, on a toujours été prudent dans cette émission en disant que même avec 9 points d'avance, il fallait toujours attendre. On avait parlé du mois de mars, du mois d'avril et on y est. Et le mois d'avril est de nouveau catastrophique. Donc, il y a quand même des questions à se poser parce qu'il y a des joueurs qui sont arrivés. Il y a quasiment 2 titulaires pour chaque place dans cette équipe. Et pourtant, on a l'impression qu'on a dû tirer le frein à main. Il y a déjà un mois et demi, les résultats
ont été plus compliqués. Ils encaissent à chaque match, ou quasiment. Ils marquent beaucoup moins. Il y a moins d'occasions. Donc, je ne sais pas. Il y a une question quand même de gestion. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'Arsenal s'écroule au mois d'avril. Donc, je pense que c'est vraiment cette C'est ça. surtout à une époque où on a les datas, on pousse à l'extrême tout ce qui est analyse, etc. Et en termes de périodisation, on arrive toujours au même moment. Manchester City grimpe en flèche et Arsenal commence à s'écrouler. Donc moi, je pense que ce sont là vraiment les questions. C'est facile de critiquer, c'est facile de se moquer. On est dans une époque un peu binaire où tout est noir, où tout est blanc. Où, voilà, on est des losers si on ne gagne pas le titre. C'est accentué par les réseaux. Bien on ne sûr. s'est jamais moqué. Non, mais en général, il y a quand même une espèce d'Arsenal bashing, pour utiliser des termes pour le moment. Mais je pense que il faut peut-être creuser un petit peu plus et essayer de comprendre pourquoi c'est à chaque fois la même chose. Mais c'est pas fini. La psychose de la deuxième place. Je sais pas. Je sais pas. C'est sûrement un facteur psychologique aussi. La dernière ligne droite, la ligne d'arrivée qui arrive, on est en tête et on se fait battre au sprint. En tout cas depuis plusieurs saisons. Ok, on va parler tout à l'heure du match qu'Arsenal disputera ce week-end. Ce sera contre Newcastle. On va aussi avoir un mot sur Manchester City, qui a quand même eu le mérite, dans des circonstances difficiles, de gagner. Même si le chemin est encore long, c'était évidemment la joie et l'allégresse après match. Avec un Guardiola, on va l'écouter, qui forcément, lui, reste prudent. It's fine, hopes. That game give us hopes, that's all. But what I said to the guys after the game, so enjoy the moment, but don't lose the focus right now, because we had the last 3-4 weeks, long weeks now. We are there, and but the reality is one. Who's the top of the league? We are not. The goal difference, who's better? They are. So, step by step. But, of course, I said, we got hopes, to still extend the chances to fight until the end. Il a évidemment raison d'être prudent. Jusqu'à ce soir, parce qu'après, ça va quand même s'inverser. La tendance va s'inverser. C'est-à-dire le match à Burnley, donc s'ils gagnent ce soir et par plusieurs buts d'écart, ils vont prendre la première place. Oui, mais enfin, donc, il restera quand même chassés et Arsenal deviendra le chasseur. Donc, pour le moment, il peut un peu temporiser en disant non, ils sont devant, voilà, on n'a pas la pression, mais il y a un moment où ça va s'inverser. Manchester City aura la pression. Est-ce qu'il ne va pas faire en sorte de gagner juste 1-0, comme ça ils ont la même différence de buts, ils ont le même nombre de points. Ce serait magnifique, ce serait un suspense incroyable, j'y crois pas. Non. Ils ont quand même été mis en difficulté par le pressing d'Arsenal. Arsenal a fait le match qu'il fallait faire contre Man City, surtout là-bas, je trouve. Bon, il y a aussi des individualités, je pense, du côté de City qui ont permis de tenir le coup et de finalement s'imposer. Bernardo Silva a quand même été énorme. Et puis évidemment, il y a Haaland qui était là quand même à la conclusion pour marquer le but de la victoire. Ces duels avec Gabriel ont été quand même assez épiques aussi. Ils étaient ensemble à l'interview, on les écoute. How much do you enjoy the battle today? Team to team, but also the individual battle with Gabriel? I think... it's always like this, a lot of fighting and these kind of things. So, what can I say? It's always nice. You can say something. Erling was fantastic today, fighting for every ball. It's not easy with two centre backs that strong, and he was unbelievable. So, thank you so much, Miguel. Apart from the goal that he always scores, today he fought like an animal. Yeah. Thank you, Bernie. Today, Bernie. I'm not going to make it emotional here, but you were really good as usual today as well. Ils sont mignons tous les deux, le petit et le grand, à se lancer des fleurs comme ça. Il ne faut plus dire le cyborg. Enfin, mignon. Vous avez vu Haaland après le match, quand il a enlevé son maillot avec ses longs cheveux, ses pectoraux, il faisait peur quand même. Mais un athlète, vraiment. Et là, Silva qui a une tête ou deux têtes de moins et qui était un lion sur le terrain, et qui a été arraché des ballons, qui a défendu, qui a été assez extraordinaire. Donc franchement, chapeau. Un bon Doku aussi, même s'il n'a pas été vraiment... déterminant. Et moi, je dirais aussi, alors, je vais vous surprendre, un bon Donnarumma. Il fait cette erreur monstrueuse. Il se reprend parfaitement. Mais il se reprend très bien. Et le but d'Haaland, c'est une relance de Donnarumma. Et puis Raya aussi se loupe en début de match. Donc, ça aurait pu être la même chose. Les deux gardiens ont fait une grosse erreur, mais derrière Donnarumma a assuré ça. Importantissime, évidemment, le programme des deux équipes. On va le regarder ensemble. Antoine, tu penses quoi de ce programme des deux équipes? Est-ce qu'il ne serait pas quand même un petit peu plus facile pour Arsenal? Moi, j'entends ça à gauche, à droite. Oui, je pense que c'est ce que beaucoup disent. C'est vrai, quand on regarde sur papier, du moins, le programme de Manchester City, il est assez relevé avec des matchs piégeux. Everton à l'extérieur, Bournemouth, Brentford à domicile. Donc, Brentford, c'est une des plus belles équipes, une des plus fortes équipes à l'extérieur. Et surtout, ils finissent par
Aston Villa à la maison, et donc ce sont des équipes qui vont se battre pour l'Europe jusqu'à la fin. Donc en effet, c'est un programme piégeux, mais on connaît Manchester City maintenant depuis plusieurs années dans la dernière ligne droite. Ils flanchent pas, ou du moins très peu, et donc ça va être, je pense, compliqué. Enfin, on va voir, mais il peut se passer pas mal de choses, je pense, et c'est pas encore fini. Il y aura encore pas mal de rebondissements. Et pour Arsenal, les demi-finales de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, est-ce que ce n'est pas finalement, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, un caillou dans la chaussure d'Arsenal pour la Première Ligue? Je pense pas que c'est un caillou. Je pense que ce genre de match, c'est un peu à double tranchant. Une défaite et une élimination, ça pourrait les faire plonger encore un peu plus. À l'inverse, des bonnes prestations et des victoires et une qualification en finale, ça peut créer une dynamique et ça peut un peu les porter vers les derniers matchs et vers le titre en Première Ligue. On parle beaucoup, notamment ici dernièrement, du match, de la finale plutôt de Carabao Cup, qui au final a un peu créé des dynamiques complètement différentes. Pour Arsenal, ça a créé vraiment une dynamique vers le bas, tandis que City, ça les a portés et ça maintenant les lance vers le sprint final. Donc, je pense que ce genre de match, ça peut créer des dynamiques et ça peut être favorable à Arsenal si les résultats et si les prestations sont... Oui, je suis assez d'accord avec toi. Serge. Je trouve ça étrange qu'on pense que ça peut être un caillou dans une chaussure. On a Non, fait mais tu m'as toute une compris. saison. Oui, bien Tu m'as sûr. compris. Mais ça doit galvaniser. On est à 2 matchs d'une finale de Ligue des Champions. Il reste 5 matchs pour terminer la saison, aller chercher un titre. Voilà, ils doivent être plus motivés que jamais. En plus, Oui, voilà, mais en ils termes doivent... de succession de matchs. Oui, mais bon, voilà, je pense que mentalement, là, je pense qu'ils doivent tous être galvanisés, hyper motivés. Enfin, c'est un rêve pour tout joueur de football, quand même, de se retrouver à 7 matchs ou 8 matchs de la fin de saison et pouvoir aller chercher une Ligue des Champions, éventuellement un titre. Effectivement. Et moi, je vais rajouter que les 5 derniers adversaires d'Arsenal en championnat, ces 5 adversaires-là, Arsenal a pris 15 sur 15 au premier tour. Ouais. Donc, ils partent avec un sérieux capital confiance. Ouais, et qui prennent beaucoup plus de points sur les équipes de la deuxième moitié de tableau que première. Donc voilà. Mais je pense qu'il y aura, comme l'a dit notre invité, encore pas mal de rebondissements. Et puis, Sûrement. c'est pas finalement une fin de championnat rêvée. Extraordinaire pour le On spectateur. voit qu'en Espagne, c'est presque fait. En Oui, Italie, là, bah. tout va se passer. Ça peut être même se jouer à la différence de but. Donc, on ne peut pas rêver meilleur scénario. Donc, merci Arsenal, finalement, de laisser du suspense. Effectivement, ça peut se jouer à la différence de but. C'est ça qui est extraordinaire. Bon, c'est difficile de faire un pronostic dans cette lutte pour le titre. Alors, si vous voulez l'avis de spécialistes autres que nous, évidemment, ou que vous, on va écouter Roy Keane, Gary Neville, Micah Richards et Patrick Vieira, l'un des invincibles, évidemment, champion, l'un des derniers champions avec Arsenal, c'était en 2004. On les écoute. What colour are these ribbons going to be at the end of the season? Are they going to be? Let's put it on the line now. Let's put it on the line. November, and it's the same. I think Man City won today. They're going to be blue. Patrick. Did you not say Arsenal at the start of the season? No. Roll the tapes. Because that's what you do. You say one thing and you forget. I've said if Man City win today, this is the game that they'll win the league. That I've always Patrick. said. Listen, there's still 15 points on the table, but if I have to answer the question, I will say it will have to be blue today. Gary? I would, for the first time this season, I'm probably going to say they're going to be blue. I don't care. You said Arsenal. I said Arsenal. I'm going to stick with Arsenal. Of course I'm going to stick with them. You still think Arsenal will get there? No, that belief's not as strong as it was before the game. Obviously, City have got the momentum and Pep. But I'm going to have to stick with Arsenal because I called them at the start of the season. Roy Keane n'a pas changé. Non, mais c'est tout à fait subjectif. Bah oui, c'est parce subjectif. que même Patrick Vieira, il a joué à City après, donc oui. voilà, il est non, mais je dis entre Roy les deux. Keane, que ce soit, allez, on l'a connu sur le terrain, que ce soit sur le terrain ou pour un bête pronostic, il ne veut pas perdre. Il veut ça se voit. Mais jamais il va dire que Manchester City peut être champion. Hein. Lui, il est totalement anti-City. Oui, mais il dit Arsenal, mais il porte une chemise bleu clair. Ouais. Hein tu rappelles peut-être quand même les... Parce que moi je suis toujours surpris de voir contentieux. De voir Vieira à côté de Roy Keane. Il se battait dans le couloir avant le match. Ils ont failli se battre un jour à Highbury parce que j'étais au stade pour commenter le match et ils ont failli en venir aux mains effectivement dans le couloir. Donc voilà, ça fait partie de la grande légende de la Première Ligue. Mais bon, là ils travaillent. Mais il y a des images qui témoignent de ça. Hein. Oui, tout à fait. Sur le terrain, ils se rentraient dedans. Incroyable. Si c'était 2 boxeurs, hein, donc effectivement. Mais le temps et les cheveux gris font que... Oui, tout ça pèse, tout ça pèse. Est-ce que tu as un souvenir de... Tu étais sans doute un petit peu trop jeune, Antoine, hein, pour te souvenir de ces affrontements incroyables entre Roy Keane et Vieira. Oui, moi, je m'en souviens pas, parce que c'était l'époque où je commençais à regarder le football.
j'ai 30 ans, donc c'est un peu cette période-là qui m'a rendu supporter d'Arsenal. Moi, j'étais surtout fan donc, de Thierry Henry à l'époque, et je pense que beaucoup de fans un peu d'Arsenal, surtout du côté francophone, je pense qu'il y a une grosse communauté en Belgique et en France qui supporte Arsenal, surtout via les exploits de Thierry Henry à l'époque. J'avais notamment des posters de lui dans ma chambre avec le célèbre maillot O2, notamment quand il fait sa célébration en glissade. Mais ces moments-là, les matchs et le contenu de leurs matchs, je m'en souviens moins. C'est des souvenirs un peu flash, mais je m'en souviens pas aussi précisément que les matchs des 10-15 dernières années. Quoi. Nous, on s'en souvient bien. Il faut rappeler, c'est vrai, aux plus jeunes que sans les exploits de Vieira, Parlour, Petit au milieu du jeu, on n'aurait jamais eu un Thierry Henry aussi volant. Oui, il est extraordinaire. C'est vrai, mais il y a beaucoup de supporters d'Arsenal actuels qui sont effectivement supporters d'Arsenal grâce à Thierry Henry. Soit, voilà donc pour le débrief de ce match au sommet de dimanche dernier. On va passer aux deux matchs, au match des deux équipes concernées par le titre à l'occasion de cette 34e journée. City va à Burnley ce mercredi à 21h. En principe, ce doit être une formalité. Une question quand même, est-ce qu'à l'heure actuelle, les Citizens sont injouables par rapport à ce qu'on a vu dernièrement? Ou alors peuvent-ils encore passer à travers? Injouables, je dirais pas. Alors, ils sont quand même dans une forme assez étincelante. Il n'y a pas si longtemps, ils faisaient un partage quand même face à West Ham et face à Nottingham Forest, où il me semble qu'ils avaient même les deux buts d'avance à domicile. Donc non, ils ont été vulnérables parfois cette saison, il ne faut pas l'oublier. Donc ils ne sont pas injouables. Après, ils sont difficiles à maintenir pour le moment, parce que voilà, offensivement, ils sont quand même sur une belle série. Oui, tu parles offensivement. On a parlé évidemment de Haaland. Il y a Cherki aussi, on n'en a pas vraiment parlé tout à l'heure, qui marque encore un but extraordinaire. On rappelle que contre Chelsea, il avait donné 2 assists extraordinaires. Lionel Cherki, vous voulez dire? Il y a du Messi Lionel, là-dedans. oui. Ou Eden Cherki. Eden, je préfère Eden. Il y a différents avis, oui. Non, mais c'est incroyable, Cherki. Enfin, je trouve que c'est quand même le facteur X. Il a été recruté pour deux fois moins que Semenyo, qui a coûté 75 millions. L'année dernière, Marmouche, 75 millions. Ait Nouri a coûté plus cher que Cherki sur le mercato. Ça s'apparente quand même à une opération en or, non? Pour Man City. Il a trouvé un terrain de jeu parfait pour lui, parce que je pense que même en France, on doutait un petit peu de sa capacité à jouer au plus haut niveau, et là, il crève l'écran. Mais c'est aussi le mérite, je vais dire, de Guardiola de parvenir à l'encadrer. Il ronge ton frein encore quand il le voit jouer. Oui, je pense que justement, il l'encadre pas. Il le laisse plus libre que... Il élargit le cadre pour Cherki. J'ai l'impression. Mais récemment, il a quand même dit qu'il allait beaucoup trop du côté de Donnarumma. Et il faut absolument qu'il aille jouer. Donc c'est ça que je veux dire au niveau du cadrage. Ça fait partie de Guardiola, et il cadre chacun de ses joueurs. Il a toujours quelque chose à redire. Bon, cette équipe de City, elle ne change pas beaucoup depuis quelques semaines, mais il y a quand même une petite tuile supplémentaire, c'est que Rodri ne sera pas là contre Burnley, parce qu'il s'est blessé au mollet. Alors, ce mercredi, il ne sera toute petite. À Burnley, c'est une toute petite tuile. Il ne devrait pas y avoir de fuite dans le toit. Oui, la suite, c'est autre chose, effectivement. Mais bon, il y a Nico Gonzalez. Ouais. Bon, on sait que quand il a été blessé, en tout cas, ces dernières saisons, il a été longtemps blessé. Enfin, il a eu des longues périodes de blessures. Ça marchait un peu moins bien du côté de City. Je pense que c'est moins le cas actuellement. Je pense que voilà, Guardiola a fini par trouver des plans B. C'est le moment ou jamais de se passer de Rodri, d'autant qu'il est quand même annoncé sur le retour pour la Cup. Ouais. Antoine, est-ce que tu vois Manchester City perdre des points à Burnley? Je pense que tu l'espères, mais que tu n'y crois pas. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est vrai que malheureusement, on est dans une situation maintenant où on espère que City va perdre des points, mais je ne pense pas que ce sera ce soir. Burnley est quasiment condamné. Je pense que ce n'est pas encore officiellement, du moins mathématiquement fait, mais ils sont condamnés. Et dans la forme actuelle et notamment d'un Cherki, etc., je ne les vois pas du tout perdre des points ce soir. Non, nous non plus, objectivement. Ils ne sont pas encore condamnés, mais ils peuvent être condamnés, Burnley, évidemment, après, ou ils le seront vraisemblablement après cette journée, à moins d'un miracle. On va voir les chiffres de Burnley cette saison, parce que c'est extrêmement pauvre, évidemment. Les voilà. Avant-dernière attaque, dernière défense, une victoire sur les 23 derniers matchs, 45 défaites sur les 71 derniers matchs. C'est sur 2 saisons. Serge, ils sont dans l'ascenseur de la Premier League Championship depuis 5 saisons. Ils montent et descendent, ils montent et descendent. Exactement. Donc voilà, je pense que mentalement, ils sont déjà condamnés. En tout cas, encore ce week-end, là, ils ont pris une raclée du côté à Nottingham.
ce qui est quand même important en plus dans la course pour le maintien. Oui, ça va être très très compliqué pour eux. De temps en temps, ils vont chercher un partage. Je crois que c'était à Chelsea, à Liverpool, même contre Bournemouth, il n'y a pas si longtemps, mais face à City, ça va être très compliqué parce qu'ils vont prendre des buts, oui, mais ils ne seront pas capables de suivre et d'en marquer plusieurs, à mon avis, face au Justement, dans cette équipe, il y a quand même un joueur qui fait parler de lui. C'est Zian Fleming. Je dis Zian, c'est pas Ian Fleming, qui est Ian. Ah oui, le créateur de James Bond. Ah oui. C'est pas lui, donc c'est bien Zian, l'attaquant néerlandais dont on parle. C'est sa première saison à Burnley. Il a marqué 9 buts en Première Ligue. Et alors regardez ce qu'il a déclaré tout récemment, il n'y a pas longtemps. La Première Ligue est sans conteste le championnat le plus relevé, le plus difficile au monde. Aucun joueur néerlandais de Première Ligue n'a marqué plus de buts que moi. Alors je me demande pourquoi je ne suis pas encore sélectionné. Je vais faire en sorte que le sélectionneur national ne puisse plus m'ignorer. Ambitieux. Il est néerlandais. Oui. Donc, alors il est arrogant, c'est normal. Mais il a raison. Et finalement, parmi les 5 grands championnats, il n'y a qu'un seul néerlandais qui fait mieux que lui. C'est Daniel Malen, qui a marqué d'ailleurs en début de saison 4 buts avec Aston Villa. Avec la Roma, Mais je veux dire, il n'a rien à envier à des gars comme Broby, Wakehorst ou Noah Lang qui sont dans la sélection. Quand même aussi. Ouais, mais bon, il a 9 buts avec Burnley, c'est un exploit. C'est vrai. Mais je pense que ce qui joue en sa défaveur, c'est qu'il n'a pas joué dans un des grands clubs des Pays-Bas. Il a joué à Zwolle, au Fortuna, à Nimègue. Ouais. Certes, il a été formé à l'Ajax, mais il n'a jamais porté le maillot de l'Ajax. Il a 27 ans aussi. Bon, bref, on verra. On lui souhaite bonne chance aussi. On passe au match d'Arsenal, donc qui accueille Newcastle. Ce sera samedi à 18h30. On en a déjà un petit peu parlé. Où est l'efficacité des Gunners? Ça, c'est quand même la question. Sous-entendu, il faut absolument la retrouver et tout de suite. Et donc, pour ce match-là aussi. Tu redoutes, Antoine, ce match contre Newcastle, qui n'est pas dans une bonne saison, hein, Newcastle? Non, mais en effet, donc Newcastle a pas mal de difficultés et je pense que c'est un bon match pour un peu relancer la machine, comme on disait tout à l'heure. C'est pas une équipe qui a bien réussi à Arsenal sur les dernières années. Je me souviens, je pense que c'était l'an passé, la Carabao Cup, où en demi-finale ils sortent Arsenal. Il y a des matchs à domicile où ils avaient perdu contre Newcastle. Donc c'est peut-être l'occasion de nouveau de relancer et pour retrouver cette efficacité, mais on accueille en fait vraiment à bras ouverts, on va dire, les retours de Odegaard, de Eze, de Havertz, qui commence à retrouver sa forme. Et je pense que ce n'est plus qu'une question de match avant de revoir un Arsenal efficace et un Arsenal qui empile les buts, quoi. On va voir aussi les chiffres de cette perte d'efficacité des Gunners, parce que là, on est vraiment dans le concret. Hein. Les chiffres sont en baisse, moyenne de buts marqués, tirs victorieux, grosse occasion. Sur les 5 derniers matchs, c'est un petit peu la chute. Oui, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. On a l'impression qu'Arsenal a tiré le frein à main depuis même plus que 5 matchs. Alors, il y a eu cette période, évidemment, où les matchs étaient gagnés aussi sur des corners ou sur des phases arrêtées. Je pense que ça a joué peut-être un rôle aussi en se disant, de toute façon, on trouvera peut-être une solution à un moment sur phase arrêtée. On ne peut pas faire toute une saison non plus en marquant que sur corner. Oui, ça pose question en tout cas. Bon, on l'a dit un petit peu plus tôt, hein, Gyökeres qui rentre à 83 ou 84e minute face à Manchester City. C'est surprenant ça quand même. Hein. Il doit jouer contre Burnley ou pas? Il va jouer contre Burnley, contre Newcastle. Moi, je pense que à domicile, oui. À domicile, oui. C'est le joueur. On parlait du numéro 9 qui manquait la dernière saison. Il faut essayer de l'utiliser jusqu'au bout. Voilà, c'est quand même le meilleur buteur en plus de l'équipe. Quand on voit que Saka, de toute façon, n'est plus disponible, que Eze fait pas non plus une grande saison, mais est-ce qu'il est bien utilisé aussi par Arteta? On peut se poser la question. Madueke, qui est pas non plus très très bon ces dernières semaines. Donc, je pense que Gyökeres c'est justement important pour aller faire la différence dans des matchs parfois un peu plus compliqués. 12 buts, c'est le meilleur buteur d'Arsenal. Hein. Et vous faites quoi de Trossard dans tout ça? Parce qu'il est monté au jeu en cours de match face à City. C'est la 3e fois, je pense, qu'il monte au jeu. Il a connu une succession de petites blessures. C'est ça. Mais bon, le centre qui fait la fin pour être d'Havertz, normalement, ça doit être 2-2. Donc c'est peut-être la balle de titre, ça. Peut-être. On sait qu'il peut être décisif. Hein, donc je pense qu'il faut continuer à l'utiliser, étant donné qu'il n'est peut-être pas à 100% et qu'il se blesse souvent, l'utiliser sur des fins de match. Mais il peut faire la différence. Et pour être efficace, il faut cadrer. Hein. Quand vous cadrez 6 tirs sur vos 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ça ne peut pas aller au fond. Non, mais c'est vrai que cette dernière occasion pour Havertz, là, je pense que tous les supporters d'Arsenal... Tu la voyais dans le but aussi, inévitablement, Antoine.
Non, Ouais, t'as complètement. bondi de ton Complètement, fauteuil, ouais. là, j'imagine. Tout à fait, ouais, mais et en fait, pour revenir un petit peu sur ce qui était dit, je suis pas convaincu que Gyökeres va être titulaire samedi, parce que à Verts, malgré tout, il fait un très bon match et dans son rôle en particulier, il a vraiment fait du bien et c'est dommage qu'il n'ait pas eu ce deuxième but parce que ça aurait vraiment récompensé, je pense, sa prestation. Et malheureusement, en fait, Gyökeres, certes, il a joué peu de temps, mais sur les 15 minutes, je pense qu'il a joué, il n'a pas touché un seul ballon. Donc ça montre un peu que certes, on l'a recruté pour ses buts, mais dans ce collectif, dans ce jeu d'Arteta, il a encore du mal à trouver sa place. Ou à l'inverse, Arteta a du mal à trouver un rôle pour lui et a du mal à jouer vraiment pour lui, quoi. Havertz peut jouer avec Gyökeres aussi. Hein. Pourquoi pas? Voilà, on sait qu'il est très complet, il a même joué arrière latéral pour l'équipe allemande. Donc, Et pourquoi pas intégrer la ligne médiane aussi pour avoir. il peut jouer peut-être un petit peu en retrait pour avoir plus de présence ce qu'il a devant, déjà fait. parce Ce qu'il a ou fait. ou même sur un flanc, hein, franchement, quand on voit les prestations de Madueke et Martinelli, bon, on sent qu'ils sont pas en grande forme non plus. Donc je pense qu'il y a quand même des formules peut-être à trouver. Et c'est le moment justement d'aller chercher quelque chose peut-être pour Arteta et de relancer des joueurs offensifs. On verra les choix. C'est vrai qu'il a du potentiel et des choix à Mikel Arteta. En déplacement à l'Emirates, samedi, c'est donc Newcastle dont la saison n'est pas bonne du tout, 14e, très loin des places européennes, et je ne parle même pas du top 4 ou du top 5. 9 points sur 33. Voici les chiffres de Newcastle sur ses 11 derniers matchs. 5 défaites en 6 matchs à domicile. Alors, ok, il se déplace, mais quand même, 5 défaites sur 6 matchs à St. James's Park. Oui, c'est une saison, elle est déjà terminée hein, finalement pour Newcastle, qui n'a plus rien à jouer, qui ne pourra plus être en Coupe d'Europe. Et on sent que c'est un petit peu une fin de cycle quand même. Fin de cycle, je ne sais pas si c'est le cas pour le manager, mais en tout cas pour pas mal de joueurs dans ce club. Donc je pense que durant l'été, il y aura beaucoup de changements. Fin de cycle de manager, je pense, parce que Robson, c'était 5 ans, Keegan, 5 ans. Il tournait aussi à 1,6, 1,8 points de moyenne. Edio, il a 1,7 de moyenne depuis son intronisation. Il y avait Steve Bruce avant lui. Oui, ça n'a pas été. Enfin, les moyens n'étaient pas les mêmes. Ça n'a pas été. Hein. Ouais, mais en interne, il y a eu beaucoup de changements aussi auxquels il a dû faire face. Edio. C'est la première saison ratée pour Edio. Ouais. Il les a sauvés au début, puis il a fait 2 qualifications pour la Ligue des Champions et il a quand même gagné le premier titre en 50 ans pour Newcastle. Donc son bilan est positif. Alors, quand on voit encore la compo du week-end dernier, il n'y a pas de Joe Linton, pas de Bruno Guimaraes. C'est quand même les 2 joueurs qui font tourner l'équipe quand même depuis maintenant quelques saisons. Isaac est parti en début de saison, il n'a pas vraiment été remplacé. C'est Osula maintenant qui est titulaire. Voltemade, c'est pas une réussite. Voilà, donc il y a quand même des circonstances aussi qui font que et l'argent qui a été réinvesti dans les transferts, les joueurs qui sont arrivés n'ont pas vraiment apporté quelque chose. On sait que la situation, que c'est potentiellement le club le plus riche au monde, mais qu'avec le fair play financier, ils ne peuvent pas dépenser trop d'argent non plus, sous peine d'être dans le rouge. Voilà, c'est une situation un peu compliquée. Moi, je ne suis pas sûr que Edio quitte le club pendant l'été. Je pense qu'il aura peut-être encore une saison. Mais pour mettre qui surtout. Oui, c'est ça. Mais je pense que l'été va être quand même très agité du côté de Newcastle. On va l'écouter justement, Edio. Quel est son sentiment suite à ces résultats négatifs? On l'écoute, c'était après la défaite du week-end dernier contre Bournemouth. Écoutez bien. You spoke yesterday about your fire being as strong as ever. Do the players have the same fire inside them still? Yeah, I mean, I'm hesitating because I'm speaking on behalf of other people, and that's very difficult to do. I believe they do, and as I say, from what I see in the training ground, I don't see any sense of poor attitude or poor commitment to their work. I see a group of players that are always giving their all. I don't see an issue in that, and if I did, I would say so, or I would say behind the scenes and make the following adjustments. So, obviously, my team selection in part represents that as well. I pick who I feel trains well. I pick who I feel deserves to play based on what I see. So, of course, that represents a sort of statement, if you like. But that's always been the case. Of course, we all need to give more. The players need to give more. I need to give more to turn the results around. La question du journaliste l'a quand même embarrassé. Il a mis 7 secondes avant de répondre. J'allais le dire, le silence en dit terrible, plus ça. que tout ce qu'il a dit derrière. Et tout ce que nous, on a dit avant. Exactement. Ben oui, mais quand même. Ce silence est éloquent parce que normalement, la première chose que fait un manager, c'est que non, comme Rosseigneur, du tac au tac. Réattaque. Ouais. Je pense que ça veut tout dire, effectivement. C'est étonnant quand même, ça. Moi, je trouve ça plutôt sain.
Enfin, honnêtement, et on sent que c'est quelqu'un d'humain. Il le dit, j'ai pas forcément envie de parler à la place des autres. C'est un manager. Il faisait du très bon boulot à Bournemouth. Il a toujours mis l'humain en premier lieu. Il le fait aussi à Newcastle. Mais c'est surprenant quand même, et ça veut dire qu'il y a quand même un doute dans sa tête, inévitablement, parce que sinon il aurait répondu. C'est très bien de douter. Tout de suite. Ok. Bon, les recrues de l'été dernier, on en parlait, vous en parliez il y a un instant. Les recrues de Newcastle, leur rendement n'est quand même pas extraordinaire, et pourtant il y a un paquet de millions là qui ont été dépensés pour Voltemat, Elanga, Vissa, Ramsey. Vissa, il est arrivé blessé. Il n'a pas joué jusqu'au mois de décembre. Voltemade, il a été employé dans un rôle qui n'était pas censé être le sien. Il a joué 9 la première partie de saison. Et comme il marquait pas assez, il a reculé dans le jeu et c'est pas beaucoup mieux. Je pense qu'il est quand même impliqué directement dans combien, dans 10 ou 12 buts. Voltemade, c'est pas complètement gâché, mais il faudra confirmer lors de la deuxième saison. Oui, parce qu'il n'a plus marqué depuis le 20 décembre. En championnat. En championnat. Et c'est dû à cette position plus en retrait aussi qu'il a dû observer sur le terrain. Un numéro 10 de 2 mètres avec des jambes interminables, c'est rare. C'est pas commun. C'est rare dans le football moderne. C'est vrai. Bon, voilà, c'est vrai que c'est pas exceptionnel. C'est Osula, tu l'as dit. Donc, c'est William Osula qui est désormais titulaire dans cette équipe. Il a marqué 2 buts sur les 2 derniers matchs. 3 buts sur les 4 derniers matchs. Il avait marqué un très joli but contre Manchester. Super. Et en tout début de saison, il avait même marqué contre Liverpool. Encore un Scandinave. On parle de Gyökeres, on parle d'Haaland. Là, c'est un Danois, William Osula, qui avait commencé à Sheffield. Sheffield, oui. Ouais, j'ai commenté l'un ou l'autre match. Lequel de Sheffield. Sheffield United, les Blades. Il y en a 2. Wednesday, ça fait bien longtemps qu'on les a plus vus en première ligue. Il tapait pas dans l'œil, mais je trouve qu'il a montré des choses assez intéressantes. Il a marqué des beaux buts. Antoine, les difficultés de Newcastle, ça te rassure un peu ou pas? Tu te dis que voilà, malgré tout, cette équipe a de la qualité. Oui, c'est ça. Je pense que cette équipe, elle est capable de tout pour l'instant parce qu'il y a des individualités qui sont intéressantes. Quand vous regardez sur papier, ils ont une des plus belles équipes des premières ligues, mais pour l'instant, ça trompe pas. Et je pense que de nouveau, ils sont capables de tout ce week-end. Donc, je préfère m'en méfier. Comme je vous disais, c'est pas souvent des équipes qui ont souri à Arsenal. Je préfère m'en méfier et plutôt encore les enfoncer un peu plus plutôt que d'espérer leur retour, quoi. Voilà, se méfier et pour être content en cas de victoire. Voilà, on verra ce que Newcastle va faire à l'Emirates ce week-end. Et avant de passer à notre chapitre allemand, puisque on a quand même avec nous un supporter d'Arsenal, on va aussi avoir un mot sur Tottenham, dont la saison est absolument dramatique, de plus en plus dramatique, et ceci depuis des semaines. Ils sont toujours en position de relégable, 2 points de retard sur West Ham. Ils ont perdu 2 points encore ultra précieux face à Brighton à domicile dans le temps additionnel, alors que la victoire leur tendait les bras. Boum, et sont toujours dans la zone rouge. Oui, je crois qu'il n'y a personne qui a dit à Danso sur le dernier ballon qu'ils étaient en zone rouge et qu'il fallait absolument dégager ça au-dessus du toit parce que ça, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment Tottenham, c'est Spursy, comme on le dit à chaque fois. Encaissé à la 95e, quand on a cette victoire en main dans la situation précaire dans laquelle ils sont, je sais pas, il n'y a pas de mots. Mais ils parviennent encore à perdre du terrain sur le maintien malgré la situation d'urgence dans laquelle ils sont. La prophétie du prophète Rademacher est en train de se réaliser. Mais moi j'ai une question pour Antoine. On va d'abord, excuse-moi. Vas-y. Est-ce qu'il imagine une saison de Première Ligue sans North London Derby? Oui, c'est la question parce qu'on connaît la rivalité évidemment entre les 2 clubs. Moi, je tournerai la question, ou j'ajouterai une autre question. Si Arsenal n'est pas champion et que Tottenham descend, est-ce que ça te console ou pas? C'est un peu vicieux comme question. Ma réponse est non. Justement, comme ça a été dit, le derby du nord de Londres contre Tottenham, c'est 2 matchs qu'on coche chaque année au calendrier. C'est une ferveur incroyable. Donc, c'est bizarre à dire pour un supporter d'Arsenal, mais moi j'ai envie qu'ils se maintiennent. Je pense qu'il y a certains supporters qui préfèrent les voir en D2 ou des choses comme ça, mais moi je préfère qu'ils se maintiennent pour garder cette ferveur et ces derbys qui sont vraiment importants dans une saison, quoi. Voilà le programme des Spurs, c'est pas facile, il y a 3 matchs à l'extérieur. Non ? Aucun match n'est simple. Chelsea va essayer de terminer en faisant bonne figure. Everton sera peut-être toujours, lors de cette dernière journée,
en course pour l'Europe. Mais même à Wolverhampton, hein, Ouais. ils ont battu Liverpool il n'y a pas si longtemps à domicile. Donc, même s'ils sont déjà condamnés, et on sait qu'ils sont quasiment depuis la 10e journée, ça va être un vrai combat là-bas à Wolverhampton. Et est-ce que cette équipe est prête Je pense que c'est une équipe qui a du talent, mais ce n'est pas une équipe qui mentalement est prête à se battre pour le maintien. Je pense que... Ils ont mis du cœur à l'ouvrage vraiment contre Brighton. Hein. Mais bon. Mais bon, ils n'ont pas gagné quand même. Hein. Non, C'est vrai qu'ils font peut-être leur meilleur match depuis très longtemps, mais ils ne parviennent pas à gagner à domicile face à Brighton. Ben voilà, c'est vrai qu'on serait tous tristes de ne plus voir de North London Derby. Et pour les fans d'Arsenal, il n'y aurait plus de Saint Totteringham's Day. Ouais. C'est le jour où Tottenham ne peut plus rejoindre Arsenal au classement. Voilà, Après, pendant plusieurs saisons, c'était le contraire. Hein. C'était Arsenal qui ne savait plus rejoindre Tottenham. Voilà, ça fait partie. Ce match-là fait partie évidemment de l'histoire et de la culture et du folklore du foot anglais. Bon, Antoine, on va te laisser ici. Un grand merci d'avoir participé à cette émission. Et on te souhaite, on croise les doigts, nous sommes neutres, nous, mais on croise quand même les doigts pour toi, comme on l'a dit d'ailleurs pour le supporter de Manchester City qui a participé aussi à cette émission. C'est bien, dans cette émission, tout le monde gagne. On n'est pas faillot du tout. Tout le monde gagne. Dernière question, comme ça, Antoine. Tu préfères quoi, le Parc du Den ou le stade de Tottenham? D'Arsenal. D'Arsenal. Oui. Arsenal. Attention. D'Arsenal. Arsenal tous les jours. Ouais, Ça reste mon club de cœur, ça reste mon club initial, donc Arsenal, la question ne se pose pas. Ok, un grand merci, à bientôt, bonne chance, c'était sympa. Et nous, on va enchaîner avec le programme de la Première Ligue sur PlaySport. Sunderland, Nottingham Forest. Forest n'est pas encore sauvé, même si c'est en cours, probablement. Fulham, Aston Villa, Wolverhampton, Tottenham. Capital pour les Spurs, Arsenal, Newcastle, capital pour les Gunners, United face à Brentford. C'est pas mal aussi. Ça, c'est lundi. Et on peut dire aussi que Coventry est assuré, assuré déjà Champion. de revenir après 25 ans d'absence et en plus est champion et que Leicester descend. Continue à descendre. Incroyable. Ça, c'est Ligue 1. Incroyable. 10 ans grandeur et décadence. Jour après oui, c'est ça. Et 5 ans après leur victoire en Cup. Oui, avec le but de Tielemans, c'est vrai. Et pour le moment, c'est ça va vite, hein. Millwall qui accompagnerait Coventry dans la montée. Un Millwall en Première Ligue, moi je vous garantis du spectacle aussi en tribune. Je crois qu'Ipswich a des matchs en moins, c'est aussi encore les dépasser, mais il reste 2 ou 3 matchs et c'est fantastique. Hein, Championship tous les ans. La Championship, c'est un fameux championnat aussi. Hein. Ok, allez, on quitte le foot anglais, on passe maintenant à notre chapitre allemand. En Allemagne, c'est fait. Cette fois-ci, c'est fait. Le Bayern de Vincent Kompany est champion suite à sa victoire 4-2 face à Stuttgart. À 4 matchs de la fin, une seule défaite en 30 matchs. C'était à domicile contre Augsbourg. On s'incline évidemment devant cela et on écoute Vincent Kompany après le match du Sacre. Ich habe Glück gehabt in meiner Karriere, viele Titel erleben zu dürfen. Also das habe ich schon oft erlebt. Aber für mich ist wichtig, dass dieses Gefühl bleibt, dass das dein erster Titel ist. Und ich glaube, das sehen Sie dann in diesem Moment. Einfach dieses Gefühl, wie viel Arbeit das kostet, was man alles dafür tun muss. Wir haben einige Leute, die sind schon 13 Jahre im Fußballgeschäft, die sind jetzt gerade dazugekommen in Bayern, also in die Kulissen. Und die haben in andere Vereine nicht einen Titel gewonnen. Und Champions League gespielt und alles, aber es ist nicht einen Titel gewonnen. Also ich möchte null Arroganz haben zu diesen Titeln, das auch feiern, das auch genießen. Klar, heute wahrscheinlich nicht wirklich feiern, aber trotzdem auf dem Platz genießen und dann, aber ich glaube, diese Titel auch dieses Respekt geben, die es verdient. Ja. Oui, mérité, ça c'est un fait. On va quand même rappeler quelques chiffres. C'est le 2e titre de Vincent Kompany depuis son arrivée au Bayern. 109 buts marqués en Bundesliga, le record précédent explosé. 160 buts marqués, toutes compétitions confondues. Le record du Bayern de Hansi Flick est battu aussi. C'était 159. 2019-2020, c'est exceptionnel ça quand même, non? Wunderbar. Wunderbar. Il n'y a pas d'autre mot, hein, je pense. Voilà, c'est un grand cru. Maintenant, il reste encore d'autres titres à aller chercher. Pourquoi pas le triplé? Ils sont en position de force, en tout cas. Oui. Moi, j'ai pas connu toutes les équipes du Bayern dans l'histoire, mais franchement, c'est la plus belle équipe du Bayern depuis
Depuis longtemps. Depuis très très longtemps. Depuis le triplé d'Hansi Flick en 2020. Voilà, et puis même dans la manière, dans le suspense aussi, qui sciemment ou pas qu'ils amènent dans leur match, ce qu'ils nous ont montré dans le Klassiker face à Dortmund récemment, dans cette double confrontation avec le Real. Je veux dire, c'était juste délicieux. Ouais. Il y a la demi-finale de la Coupe, mercredi c'est à Leverkusen, et puis il y a quand même ils peuvent réaliser le triplé, mais il y a cette demi-finale face au Paris Saint-Germain. Cela dit, ils ont l'occasion, maintenant que le titre est acquis, de tranquillement préparer cette double confrontation. Exceptionnelle, le Bayern Munich, et encore bravo à Vincent Kompany. Pour le reste, en Allemagne, il y a quand même une affiche aussi. Ce week-end, elle va opposer Hambourg à Hoffenheim. Alors, est-ce que Hambourg est en danger dans cette fin de saison? Je dis ça parce que Hambourg reste sur 5 points sur 24 et une défaite 3-1 au Werder Brême. Le week-end passé, c'était le match qui pouvait rassurer définitivement Hambourg, Ben. Oui. En danger ou pas? Non. Non. Plus 7 sur la descente, il reste combien? 12 points distribués. Plus 5. Plus 5 sur le barragiste. Non. Sur le la barragiste. descente directe. Oui, okay. Il y a le barragiste, Saint-Poli. J'ai regardé le programme de Saint-Poli. Je ne sais pas si Saint-Poli prendra 2 points de ce qui lui reste. Honnêtement. On va voir le programme de Hambourg aussi, qui n'est pas facile. Non oui. Plus, c'est vrai qu'il y a deux déplacements à négocier, je pense, pour Hambourg. C'est une équipe qui ne se déplace pas bien. Ouais. Je pense que c'est 2 victoires depuis le début de la saison. C'est à Leverkusen. C'est à Leverkusen, il me semblait bien. Mais bon, il y a 2 matchs à domicile. Francfort, Fribourg n'ont plus rien à jouer. Ils attendent qu'une chose dans leur coin, c'est la fin de la saison. Ça va le faire. De toute façon, on aurait été très triste après 7 ans d'attente que ce dinosaure retombe de nouveau en Division 2. Non, c'est un club historique aussi, avec un Sambi Lokanga qui est toujours blessé. Il a fait une très bonne saison, mais quand même l'une ou l'autre petite blessure qui l'ont... Excellente saison. Ouais, c'est le meilleur buteur belge en Bundesliga cette 4. saison. 5. C'était pas du tout attendu. Il est devant Mbangula et il est devant... Il a ajouté quelque chose quand même à sa gamme de jeu. Marquer les buts, il ne le faisait pas comme ça avant, donc c'est très positif. Oui, comme vous le disiez, ces petites blessures, c'est dommage parce qu'à chaque fois, il met 2-3 matchs dans la foulée après son retour pour redevenir titulaire. Bonne saison de Sambi Lokanga, blessé à la cuisse. Donc on verra la suite. Il a loupé les 2 derniers matchs. Ouais. Hambourg accueille Hoffenheim. Alors Hoffenheim, c'est une équipe qui a battu Dortmund 2-1 le week-end passé, donc ça c'est pas mal. 2 pénaltys de qui? Kramaric. De Kramaric. Victoire importante car Hoffenheim se replace à la 5e place suite à la défaite de Leverkusen contre Augsbourg, mais auparavant, c'était pas bon les résultats. Cette équipe était 3e à un moment donné, donc la victoire contre Dortmund fait du bien parce qu'elle avait chuté. Oui, l'énergie s'étiole, ce qui n'est pas, je trouve, anormal. C'est pas un noyau à la Leverkusen ou à la Dortmund ou au Bayern. Mais à part ce off-day contre Leipzig, ce 5-0, honnêtement, dans les matchs, ils n'ont pas été mauvais. J'ai encore été revoir. Il y a bon nombre d'occasions. Ils font plus que jeu égal à chaque fois avec leur adversaire. Il y a ce manque d'efficacité, tout à coup, qui est lié, je pense, à ce manque de fraîcheur. Et il y a Kramaric et il n'y a pas beaucoup d'autres derrière pour... Non, il y a l'attaquant Aslani qui a marqué 9 buts, le Kosovar. Mais le danger peut venir d'un peu partout dans les rangs d'Hoffenheim. Ça reste une bonne saison pour cette équipe. Ils sont européens. Ils sont européens. Oui, ils sont européens. Ils doivent encore confirmer éventuellement la 4e place. La Ligue des Champions, donc je pense que c'est une bonne carotte quand même pour terminer fort. Alors on rappelle qu'en Allemagne, peut-être que la 5e place sera qualificative pour la Ligue des Champions, mais pour l'instant, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne, ouais. Mais c'est serré. C'est très serré. Donc les dernières journées de foot européen vont décider de ça. C'est important pour l'Allemagne. Tout à fait. Donc il faut que ça se passe bien du côté des clubs allemands en Europe. Bon, voilà, je pense qu'on a tout dit sur les affiches du week-end prochain. On termine cette émission avec le programme de la Bundesliga sur Play Sport. Leipzig, Union Berlin, Leipzig toujours concerné évidemment par la lutte pour le top 4. Le Bayern ira à Mayence, Hambourg, Hoffenheim, on vient d'en parler. Et puis il y a aussi des matchs intéressants en 2e division. Paderborn face à Schalke 04.
c'est le match pour le titre. Ouais, Paderborn deuxième, Schalke premier, 3 points d'écart entre ces deux formations. On aime bien Paderborn, mais ce serait bien quand même d'avoir le retour de Schalke aussi. Hein, ah ouais, si on pouvait de nouveau avoir Schalke et Hambourg. Autre dinosaure. Hein. Autre dinosaure. On adore les dinosaures dans cette émission. Dortmund face à Fribourg aussi sur Play Sport ce week-end. Voilà les amis, on a fait le tour. Merci Serge, merci Ben, merci à toute l'équipe technique. N'hésitez pas à nous rejoindre comme d'habitude, je le répète, sur nos réseaux sociaux. Et puis n'oubliez pas que cette émission est relayée tous les jeudis matins sur le site de Sudinfo. Passez une belle semaine, un bon week-end foot et à la semaine prochaine. Bye bye.